Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et au fil des années, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en rénovation énergétique pour faire passer des logements de G jusqu'à B. J'ai évidemment appris énormément de choses de toutes ces expériences et des choses parfois assez croustillantes, des bons et des mauvais choix. Et ce que je vous propose, c'est une série de vidéos, dont celle-ci fait partie, dans lequel je décortique chacun des aspects du DPE pour en présenter les éléments sur lesquels vous avez la capacité d'avoir un impact fort en dépensant le moins possible. Mon objectif avec chacune de ces vidéos, c'est vraiment ça, c'est de vous donner les clés de compréhension sur qu'est-ce qui joue sur le DPE et qu'est-ce qui a un impact minimal pour que vous puissiez faire les investissements les plus pertinents et éviter de perdre énormément d'argent pour rien, comme ça a pu m'arriver à moi et à mes collègues parfois parce qu'on méconnaissait les rouages qui se cachaient derrière le calcul du DPE. Mais tout d'abord, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de remarques, de commentaires et d'observations que j'ai pu faire sur le DPE au fil de tous ces projets, pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est que ce diagnostic de performance énergétique, pourquoi il a été créé et quelle est sa raison d'être aujourd'hui, et pourquoi parfois les résultats qu'il donne sont assez étonnants. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le DPE n'a pas un objectif de réduire véritablement, à mon sens, la dépense énergétique, c'est avant tout un outil politique pour faire avancer la rénovation du parc général de la population dans une direction qui évolue par des politiques, donc par l'État, on va dire, et les personnes qui les influencent. On va bientôt et souvent revenir sur ces sujets de lobby parce que vous verrez, c'est extrêmement parlant dans un point comme le DPE. Un exemple qui est très parlant, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez un DPE, il vous faut ce qu'on appelle un COP de 4. Donc le COP, c'est quoi? C'est le coefficient d'efficacité énergétique. Appelons ça comme ça. Ça veut dire que, en gros, combien d'énergie initiale il a fallu pour produire l'énergie finale que vous allez consommer. Et même si, normalement, on n'est pas censé, donner d'avis, là-dessus sur, les différents modes de chauffage, en réalité, aujourd'hui, en France, si vous voulez avoir des primes à la rénovation énergétique, par exemple les primes CEE ou d'autres primes comme ma prime Rénov', en fait, il y a des préconisations qui sont faites en termes de performance COP, donc de conversion d'énergie entre ce qui est consommé pour de vrai et ce qui est produit à la fin, et ben voilà, qui font partie des DPE. Et aujourd'hui, donc, dans les DPE, il est demandé un COP de 4. Pour être plus précis, c'est 3,9. Et il se trouve très opportunément que le seul mode de chauffage qui est capable de proposer un COP qui dépasse le 2 ou le 3, ce sont les pompes à chaleur. De là à penser que des personnes ont pu influer la décision politique et dire que ce serait bien d'avoir ce genre de critères pour l'attribution des aides, parce que justement on vend ce genre de matériel ou qu'on l'installe, il n'y a qu'un pas, on va dire, hein. Pour y penser, je pense qu'on est bien en phase sur ces choses-là. Et à côté de ça, ça veut dire que ça disqualifie instantanément tous les autres modes de chauffage. Ça disqualifie le fioul, le gaz, même, les énergies renouvelables d'une certaine manière. Et puis, après on s'est dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose qui peut poser un problème, c'est le radiateur électrique». Parce qu'on est quand même sur de l'électricité et cetera, mais pas grave. On va considérer qu'entre le moment où il est produit dans une centrale nucléaire, puisqu'on est en France, et le moment où il est consommé, et ben, il y a des déperditions au niveau des lignes à haute tension, donc on va appliquer un malus sur ce mode de chauffage pour éviter qu'à un moment donné, on se dise que c'est une bonne idée. Donc c'est bien de consommer de l'électricité pour une pompe à chaleur, mais pas pour des radiateurs électriques. Donc là, on a un exemple qui est extrêmement, flagrant avec, là, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais il y a aussi, pour ma prime Rénov', par exemple, il y a un coefficient qui s'appelle ETAS, donc un ratio entre la demande ferme de chauffage au cours d'une saison et la consommation annuelle d'énergie qui va demander, voilà, un coefficient supérieur ou égal à 126. On va retrouver, dans d'autres cas, sur les émetteurs de moyenne et haute température, des coefficients supérieurs à 111 et cetera. Bref, plein de critères qui ont été écrites dans la loi énergétique, qui font que concrètement, il n'y a que les pompes à chaleur qui vous permettent d'avoir une lettre vraiment correcte dans votre logement. Donc c'est un exemple, très concret, hein, de lobbying. Alors est-ce qu'il a été fait au niveau national, au niveau européen? On n'en sait rien, mais toujours est-il que
c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention avec ce DPE et considérer que c'est un outil politique. Donc c'est pour ça que dans cette, vidéo, je vais vous présenter beaucoup d'éléments sur les différents, points comme l'isolation, fenêtre, ventilation et cetera. Il faut rester, conscient de ce point-là parce que le mieux est parfois, pas forcément là où on l'attendrait. Et donc, la dans tous les DPE, vous allez quasiment avoir installer une pompe à chaleur, installer un chauffe-eau thermodynamique et cetera. Sauf qu'en fait, il y a plein de constructions, il y a plein de lieux, il y a plein de climats dans lesquels c'est, pas très pertinent, voire pas du tout et en tout cas, c'est une dépense qui est considérable et ce qu'il faut bien comprendre là derrière, c'est que souvent les préconisations ont un niveau d'impact sur le confort réel du logement, voire même de sa consommation énergétique, qui est pas si évident que ça. On pourrait mettre de côté, on verra les fenêtres, par exemple, eux, ils ont un vrai impact. Par contre, il y a plein d'autres points où honnêtement, vous sentirez pas la différence et par contre, les préconisations sont potentiellement, ravageuses pour, tout simplement pour vos finances. Donc on va aussi retrouver, dans cette veine-là, toutes sortes de biais, notamment contre les constructions anciennes. Parce que, le DPE considère extrêmement mal l'inertie thermique liée aux murs épais. Donc, au début du XXe siècle, on construisait des maisons où souvent, les murs faisaient 50, 60, 70, 80 centimètres d'épaisseur. C'était de la pierre, c'était de la brique pleine, c'était toutes sortes de techniques, on va dire. Et ces murs-là ont un avantage, c'est que donc ils permettent une inertie thermique très forte. Ça veut dire que si vous arrivez à maintenir, en aérant bien tôt le matin et cetera, un logement, heu, frais, même en été, en fait, pendant toute la journée, vous allez réussir à ne pas avoir un logement qui monte dans des températures qui sont considérables. À l'inverse, en hiver, si vous n'attendez pas le dernier moment pour chauffer l'intérieur et que vous ne laissez pas vos murs en pierre ou vos murs très épais, prendre énormément de froid, vous allez réussir à avoir quelque chose où, finalement, la puissance de chauffe nécessaire, en tout cas en termes de confort intérieur, sera, souvent bien inférieure à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, sauf si vous êtes sur un procédé constructif, extrêmement, performant, du moment. Mais si vous êtes dans quelque chose qui a été construit entre les années 50 et les années 2000, souvent vous allez avoir, quelque chose qui est parfois moins bien, dans certains cas de figure, que ce qui a été, construit avant. Et ça, le DPE le prend pas du tout en compte. Parce qu'en fait, en plus, ces bâtisses-là, elles sont beaucoup plus compliquées parce que vous n'allez pas pouvoir faire toutes les isolations que vous voulez en fonction du type de mur. Donc ils ont pas voulu rentrer là-dedans, j'imagine et donc, surtout, ils ont voulu, promouvoir un certain nombre de types d'interventions, de travaux, là aussi peut-être sous influence et ce qui fait qu'à la fin, vous avez des choses qui sont pas forcément pertinentes. Si vous avez déjà eu l'occasion de vivre dans une maison avec des murs vraiment épais, donc une maison ancienne, vous savez ce point. C'est-à-dire qu'en été, ça garde la fraîcheur, en hiver, ça peut garder la chaleur aussi. Par contre, il faut arriver à le gérer, évidemment, faut pas attendre le dernier moment pour chauffer, sinon, c'est pas bon et donc, mais par contre, vous vous retrouvez avec des, puisque tout est basé sur des coefficients de résistance, thermique, vous allez vous retrouver sur ces matériaux, là, avec des résistances thermiques qui sont, pas très bonnes, donc ce qu'on appelle le fameux R, la fameuse lettre. Vous pouvez avoir des murs qui vont avoir un R de 1 par exemple, donc qui a une certaine valeur, sur tous les murs anciens, alors qu'aujourd'hui on va vous préconiser du 3,5 et ça veut dire qu'il va falloir isoler, isoler, isoler des 2 côtés, d'un côté, enfin selon le cas, pour arriver à ça. Alors qu'en réalité, cette maison, vous laissez les murs tels qu'ils sont performants. Finalement, il y a une bonne inertie si vous gérez bien la ventilation et le chauffage l'hiver. En plus, ils respirent. Donc vous avez, potentiellement un air qui est beaucoup plus sain à l'intérieur. Vous avez potentiellement pas trop de problèmes d'humidité si c'est bien géré, d'un point de vue ventilation. Donc, par contre, dans le DPE, ça va être très, très mal noté. Et vous allez vous retrouver à en tout cas, dans les préconisations, ils vont vous dire d'isoler vos murs. Alors que peut-être que c'est pas du tout une bonne idée, de les isoler et que le mieux, c'est de les laisser comme ça. Et donc on va voir ensemble comment gagner des lettres sans passer, par ces travaux qui sont, souvent, pas pertinents, tout simplement parce qu'ils sont trop pensés pour de, mmh, un mode de construction, par exemple de la brique pleine, ISO 40, des années 70 et donc là, effectivement, ça vaut le coup de mettre de l'isolant à l'intérieur ou à l'extérieur, ou alors, d'autres types de murs. Mais si vous êtes, pareil, sur une maison ancienne, avec des charpents de bois et du torchis au milieu, si vous commencez à mettre de l'isolant qui est pas respirant, ça va être une catastrophe. On y reviendra un petit peu plus tard, sur le sujet des isolants, mais vous pouvez avoir du coup des problèmes d'humidité à l'intérieur des murs et c'est vraiment avec une dégradation, très, très forte. Et donc tout ça, c'est pas du tout pris en compte. Encore une fois, les constructions anciennes ne sont pas bien intégrées dans les DPE. Au même titre que, les hauteurs sous plafond, que, les grandes baies, ouvertes, et cetera. Il y a plein de choses comme ça qui sont, qui entraînent des biais
à la décharge, je dirais, de ceux qui ont pensé ces règles-là, je pense qu'il y a une diversité de logements. Moi-même, dans le parc ou sur, mes camarades investisseurs, on se rend bien compte, il y a une diversité qui est telle que ce serait extrêmement difficile de pouvoir couvrir le champ, des possibles. Et ça m'emmène vers un autre point, donc, je le disais en introduction, moi, ce que j'ai pu constater aujourd'hui, vraiment dans ma réalité professionnelle, c'est qu'à peu près 40 des DPE sont erronés. Ils sont erronés pourquoi? Parce qu'il va manquer des choses. Ils sont erronés parce qu'il y a des éléments qui ont été mal complétés ou parce que, le diagnostiqueur a mis des choses, par défaut, tout simplement parce qu'il n'avait pas les informations. Donc je jette pas du tout la pierre au diagnostiqueur. Ce que je constate, c'est que le logiciel ne leur permet pas toujours de sélectionner des équipements ou des installations qui sont vraiment celles installées, parce qu'il n'y a pas une exhaustivité de ce qui existe, ce serait impossible à faire. Ensuite, ils ont souvent un temps qui est très limité, entre 30 et 60 minutes, hein, pour un bien standard, on va dire. Évidemment, si c'est un immeuble complet, peut-être qu'il passera la journée, mais globalement, il va passer entre 30 et 60 minutes par logement, donc c'est assez difficile. Ensuite, bah, le diagnostiqueur, il peut pas faire de contrôle destructif. Si vous ne savez pas ce que vous avez comme isolation dans les murs, il va pas casser un mur pour voir ce qu'il y a dedans. Et ça veut dire que lui, bah, s'il a pas de facture, il sera obligé de cocher une case par défaut. Et le par défaut, en général, considère qu'il y a à peu près rien, comme isolation. Donc vous avez peut-être de l'isolation dans le mur, mais si vous savez pas ce que c'est, parce que vous avez acheté ce bien-là, vous l'avez pas construit, vous avez pas de facture et à aucun moment vous avez cassé un mur extérieur pour savoir comment il était construit et qu'est-ce qu'il y avait exactement comme matériaux, et ben, le diagnostiqueur sera obligé de mettre une information par défaut qui sera très, très négative pour vous. Ça veut dire aussi que donc typiquement sur ce genre d'erreur-là, et c'est ce que fait DPE Wizard, hein, ils trouvent ce genre de choses-là, s'il y a des suspicions d'avoir une information manquante, il va vous dire: «Donnez-moi, la certitude que vous n'avez pas la connaissance sur ce genre de choses-là», parce que le simple fait de donner l'information que vous aviez peut-être pas au moment du diagnostic, mais que vous pouvez donner a posteriori avec une vraie certitude, hein, avec des preuves au diagnostiqueur, bah, il va pouvoir le corriger, votre diagnostic, et peut-être vous faire gagner 1 à 2 lettres simplement, parce que, bah, voilà, parce qu'il aura eu la bonne information. Typiquement, vous achetez un bien, le diagnostic a été fait par le précédent propriétaire qui savait pas ce qu'il y avait dedans. Et donc vous avez, voilà, un bien qui sort, je sais pas, F par exemple. Et parce que l'isolation des murs, elle est mise par défaut. Et ensuite, vous rachetez le bien, puis vous faites des travaux dedans. Donc vous cassez des choses et vous voyez concrètement ce qu'il y a. Donc vous avez des preuves, même sans forcément tout refaire. Vous avez des preuves, vous les présentez au diagnostiqueur ou vous faites venir un deuxième diagnostiqueur, c'est encore mieux, avec les vraies informations. Et du coup, vous pouvez, vous payez donc juste le diagnostic dans ces cas-là, mais vous pouvez récupérer parfois 1 à 2 lettres juste en apportant des précisions. Donc c'est vraiment pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont pas les infos, parce qu'ils peuvent pas casser. Et puis, derrière, parfois, il peut y avoir aussi des incohérences simplement parce qu'il y a énormément de données à rentrer et ils peuvent se tromper, ça reste humain. Par contre, la difficulté, c'est que vous, en tant que propriétaire du bien, pour vous y retrouver là-dedans, il faut un certain entraînement, hein, parce que, des DPE, il y en a certains qui font 30 à 40 pages. Donc il faut vraiment aller regarder le moindre détail de complétude. Est-ce qu'il n'y a pas des mètres carrés de murs qui donnent sur un local non chauffé, qui n'ont pas été vus, et cetera. Bon, on est sur un niveau de précision qui est quand même assez compliqué. Pas grand monde a envie de le faire, j'avoue, hein, il y a que les professionnels qui le font. Mais c'est dommage parce que en définitive, vous pouvez perdre des lettres juste à cause de ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré créer un outil. Alors, je l'ai créé pour moi d'abord, hein, en toute franchise, parce que ça m'embêtait de me taper chaque fois, les kilomètres de DPE parce que j'en analyse, vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit: «Bah, autant le mettre à disposition». J'ai mis toute ma connaissance en fait, hein, dedans, accumulée, au fil du temps pour retrouver justement ce genre d'incohérence. Et donc, après, sinon, bien sûr, donc il y a le DPE, ça c'est pour un logement, et pour des bâtiments complets ou pour des maisons, maintenant, les lois évoluent et il va être nécessaire de faire des audits énergétiques. Donc c'est des choses qui vont beaucoup plus loin dans l'analyse. Donc on peut imaginer que ces audits énergétiques-là seront beaucoup plus précis dans, la description de ce qui est en place. Par contre, j'ai commencé à en voir certains, on a les mêmes biais en termes de travaux, c'est-à-dire les mêmes lobbies sont à l'œuvre et donc on va retrouver exactement la même chose. L'isolation par l'extérieur, la pompe à chaleur, et cetera, le chauffe-eau thermodynamique et tout, et on cherche pas à comprendre si, c'est possible ou pas de l'installer, si c'est pertinent ou pas. C'est on propose ça, voilà. Il faut quand même savoir que d'installer une pompe à chaleur versus n'importe quel autre mode de chauffage, ça va vous faire gagner instantanément 2 à 3 lettres, hein. Voilà. Sauf que, si vous êtes, dans des zones où, bah, c'est pas adapté, vous allez avoir un confort à l'intérieur qui va être dégueulasse potentiellement.
évidemment pas toujours, mais on verra les conditions tout à l'heure, dans la partie chauffage. Mais vous pouvez avoir donc, derrière un confort de vie qui est bien moins bon que précédemment avec, votre autre mode de chauffage. Donc pour terminer sur ce chapitre-là, gardez bien en tête que donc, il y a beaucoup d'erreurs parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions et parce qu'il faut faire trop vite et puis parce que l'outil est relativement imparfait. L'ADEME travaille dessus, hein. J'ai eu des contacts avec, des gens de chez eux, ils ont conscience, hein, de tout ça. Par contre, c'est extrêmement difficile d'arriver à couvrir tout le champ des possibles et c'est probablement même complètement, inaccessible et donc ils font évoluer, leur logiciel plusieurs fois par an, sachez-le. Pour justement essayer de prendre en compte, les dernières choses qui ont été prises en compte, par exemple, c'était, des changements dans les calculs au niveau des petites surfaces, qui étaient particulièrement désavantagés par rapport aux grandes surfaces. On sait qu'au début, de l'année 2026, il y aura un sujet sur les radiateurs électriques a priori, dont le malus va baisser. Mais donc voilà, donc c'est des choses qui évoluent. Parfois, ça vaut même le coup, un an plus tard, de vérifier si votre DPE, votre lettre a pas changé. Donc vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de l'ADEME, rentrer votre code DPE et s'il y a eu des changements réglementaires qui ont impacté votre lettre, ils vous le disent et vous sortent une nouvelle version du DPE avec les nouvelles réglementations. Mais donc gardez bien en tête que tout ça, ça a été, dirigé dans une certaine, voie pour pousser à certains types de travaux, sans tenir compte du contexte. Je pense que beaucoup d'entre vous, parmi ceux qui regardent cette vidéo, en ont, une espèce de conscience, voilà, plus ou moins réelle, mais on se doute bien qu'il y a des choses derrière. Quand on regarde les préconisations, on se doute bien que c'est tout le temps la même chose et que parfois c'est incohérent par rapport à un certain bâti. Mais donc, voilà, donc en tout cas, moi je peux vous confirmer, par rapport à toute l'expérience que moi j'ai et mon groupe d'investisseurs avec lequel je travaille, c'est absolument une certitude. Voilà. On est dans quelque chose, qui est politique. Ça veut dire aussi que, les réglementations et les règles peuvent changer un peu du jour au lendemain. Dans le bon sens, en se disant: «Oui, bon là, typiquement sur le radiateur électrique», en se disant: «Là, on est un peu, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a plein de biens qui sont F et G alors qu'en réalité, ils sont, très, très bien, très confortables et ils sont pas forcément énergivores». Je vous mets le lien vers une vidéo là qui parle d'un de mes biens, qui aujourd'hui est F à cause de radiateurs électriques, liés au fait qu'il y a des très grandes hauteurs sous plafond dans ce bien. Mais en réalité, donc c'est un T2, qui fait 38 carrés et j'ai mis plein de radiateurs au cas où et l'occupant, il en allume un seul l'hiver et il a 22 degrés sans aucun problème. Parce que le reste a été très bien fait, de l'isolation. Mais comme ces radiateurs électriques grande hauteur sous plafond, 38 carrés au sol, mais gros volume à chauffer à cause de la hauteur sous plafond, du coup, paf, on se tape un F. En plus du voilà, radiateur électrique et du malus. Voilà. S'il n'y avait pas ce malus, hein, si je le chauffais au gaz, ce logement serait C. Voilà. Donc comme quoi, c'est une bonne illustration aussi du fait qu'on est vraiment face à des règles qui sont parfois un peu arbitraires. Il faut faire avec. Et l'objet de tout ce qu'on va voir ensemble, c'est justement de trouver les bonnes solutions pour pas se faire avoir et faire le bon travaux qui vous donne la bonne progression en lettres sans y laisser sa chemise.